Oui. Et parfait. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du risque. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Donc, avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que le webinaire est enregistré et si vous ne voulez pas être vu, il suffit de garder votre caméra fermée et le webinaire sera disponible sur YouTube en début de semaine prochaine. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre panéliste aujourd'hui, Benoît Béchard, et il va nous parler des effets cascades des inondations, une approche de la décision d'urgence face à la complexité. Donc, M. Béchard est docteur en psychologie, excusez-moi. Donc, plus précisément, chercheur en psychologie de la décision appliquée au centre risque et chercheur associé à l'Université Laval. Au cours des dernières années, M. Béchard a mené des recherches sur le traitement cognitif de l'information complexe au laboratoire CODOT, je ne sais pas si ça se dit comme Tout à ça, fait. C'est ça, oui. à l'Université Laval. Il a également exploré les théories de la décision et les jeux expérimentaux à l'Université de Leicester, même chose, je ne suis pas sûre comment ça se dit, au Royaume-Uni. C'est comme Catherine la sauce Worcestershire, là. Oui, c'est ça. OK. On dit Worcestershire OK. avec l'est. C'est bon. Donc, c'est ça. Son programme de recherche s'intéresse à la prise de décision humaine dans différents contextes d'environnement complexes du monde réel, tels que les situations de crise, les politiques publiques et la finance internationale. En explorant ces domaines, il vise à développer des solutions permettant aux décideurs de mieux appréhender et gérer cette complexité. Ces travaux ont été subventionnés par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture et Mitax Canada. Il figure aussi au tableau d'honneur de la Faculté Ouais. des études supérieures pour sa thèse Tout simplement humain, une étude de la complexité politique. Donc, en 2024, il reçoit le certificat d'excellence universitaire de la Société canadienne de psychologie Ouais, et OK. il cumule 15 ans d'expérience en politique. Donc, ensuite, il a occupé des fonctions de conseiller en cabinet ministériel, directeur de campagne électorale et candidat aux élections générales québécoises en Ouais. 2018. Et il intervient régulièrement dans les médias à propos des enjeux touchant la prise de décision et les limites. Donc, sur C'est beaucoup, ces Catherine. Ça présentations, ça met une méchante barre, hein, tabarouette. sur ça, je te laisse la parole. Oui, super, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vais partager. Dites-moi si ça fonctionne bien. Attendez un petit peu. Ici. Est-ce que ça marche bien, ça? C'est en train de se connecter. Oui, c'est bon, on voit bien. Bon, ça marche bien. Super, Oui. excellent. Écoutez, merci, Catherine. Merci au Réseau Inondation Intersectorielle du Québec de me permettre de prendre la parole devant vous. Une présentation peut-être d'une trentaine de minutes aujourd'hui, 30-35 minutes, puis je vais laisser la place à vos questions par la suite. Mais si vous avez des questions aussi durant la présentation, n'hésitez pas. Moi, je marche comme ça dans mes modestes présentations, mes modestes conférences. J'aime beaucoup avoir des questions de spot, comme on dit en bon québécois, parce que des fois, ça fait un peu décalé quand on attend une demi-heure, poser la question à la fin. Fait que posez-moi la question d'emblée, puis il n'y a pas de mauvaise question, hein. Si vous avez des questions, des fois du champ gauche un petit peu, ça peut répondre à des interrogations de certains de vos collègues aussi des gens qui assistent à la présentation. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez ma présentation, donc les effets cascades des inondations, une approche de la décision d'urgence face à la complexité. Rapidement, Catherine l'a fait très, très bien, même elle l'a fait en me donnant une espèce de poids sur les épaules. Il faut que je gère, hein? Faut que j'assure. Je suis chercheur, donc, comme Catherine l'a dit, au Centre risque, en psychologie de la décision appliquée à l'intervention d'urgence et à la sécurité civile. J'ai fait un postdoctorat en psychologie de la décision appliquée en finance aux Fédération des caisses des jardins du Québec. Et j'ai un doctorat en psychologie de la décision de l'Université Laval. Oui, j'ai fait un stage doctoral en théorie de la décision à l'Université de Leicester en Angleterre. C'était pour objectif un peu plus de comprendre les théories de la décision. Donc, comment qu'on étudie, comment l'humain a débuté son étude de la décision humaine. Et mon background, comme elle l'a dit, j'ai un peu plus de politique aussi dans le corps. Donc, j'ai un baccalauréat en sciences politiques, j'ai une maîtrise en affaires publiques et j'ai fait de la politique de terrain aussi. Et mon intérêt plus spécifique, c'est ce que vous voyez là, à droite ici, là. La psychologie de la décision, la complexité, on va en parler beaucoup aujourd'hui. C'est
principales propriétés des environnements de décision du monde réel, les biais cognitifs qui peuvent en résulter, hein, on va voir ça tantôt, et dans un contexte de prise de décision appliquée. Hein. La prise de décision appliquée, c'est l'idée de développer des solutions pour tenter d'aider les décideurs dans le monde réel, hein, notamment en recourant, par exemple, à des méthodes comme la simulation par ordinateur et l'entraînement cognitif. Rapidement, bon, pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins, le Centre RISC, c'est le Centre de recherche et d'innovation en sécurité civile du Québec. C'est un CCTT. Je vois d'ailleurs certains de mes collègues qui sont là. Je les salue. Notre mission, c'est de soutenir l'innovation et l'amélioration des pratiques dans les secteurs de la sécurité civile et de l'intervention d'urgence. Moi, je suis chercheur là-bas en psychologie de la décision appliquée. Et je dois vous dire que depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, on tente de faire différentes approches pour se rapprocher des besoins terrain, hein. Les besoins notamment des municipalités régionales de comté aussi, et des directions régionales, notamment du ministère de la Sécurité publique. La présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans cette perspective-là. Donc, de prise de besoin, d'être à l'écoute des besoins du terrain pour mieux répondre justement aux besoins en matière de sécurité civile et d'intervention d'urgence au Québec. Petit, en bon québécois, disclaimer, hein, d'entrée de jeu, juste vous dire que je ne suis pas un scientifique, un ingénieur des sciences de l'eau ou je ne suis pas un hydrologue non plus. Alors, ma présentation, elle ne sera pas très spécialisée sous ce point de vue-là. Par contre, je connais beaucoup de choses en termes de psychologie de la décision et de traitement cognitif de l'information. Et c'est dans cet angle-là que je veux vous amener aujourd'hui à travers le cas d'usage ou le cas d'application des inondations au Québec. N'hésitez pas, toujours si vous avez des questions, de m'interrompre. Alors, quand je fais des présentations sur la complexité, notamment dans ce cas-ci des inondations, j'aime beaucoup débuter avec un exemple pour expliquer à mes collègues et aux personnes qui écoutent la présentation la différence entre un problème qui est simple, un problème qui est compliqué et un problème qui est complexe. Alors, vous voyez ici, là, à la blague un petit peu, ça c'est un beau meuble IKEA, hein, paradoxe, hein, un play table and chair. Vous avez une belle table, là, puis des vis à côté, etc., plein de pièces. On a tous déjà monté un meuble IKEA, ou en tout cas, du moins, essayé de le monter. Euh, Ça, je vous fais réfléchir, est-ce que c'est un problème qui est simple, qui est compliqué ou qui est complexe? Par la suite, ici, vous avez une fusée qui s'en va dans l'espace, hein. Bon, toutes les opérations, les calculs, hein, les protocoles qui doivent être mis de l'avant pour faire lever la fusée dans l'espace, est-ce que c'est un problème qui est simple, qui est compliqué, ou c'est un problème qui est plutôt complexe? Et finalement, et peut-être que plus tard dans sa vie, elle m'en voudra beaucoup, ma grande fille de 8 ans, que j'utilise dans toutes mes présentations, pour dans cet exemple-là, simple, compliqué, complexe, élever un enfant. Hein? Élever un enfant, est-ce que c'est un défi? Bon, problème, on ne dira pas un problème, on va dire un défi, hein, dans ce cas-ci. Est-ce que c'est simple, compliqué ou est-ce que c'est complexe? Ces trois exemples-là ne sont pas pris à travers mon chapeau, là. Ça vient quand même de la littérature scientifique. Bon, ça date un petit peu, ça fait une vingtaine d'années. Les travaux de Globerman et Zimmerman, hein, des travaux qui ont été qui sont sortis comme un rapport, notamment au gouvernement du Canada. Et ils reprenaient un peu cet exemple-là. Alors, le plan IKEA, hein, que vous avez vu tantôt, c'est un problème qui est simple. Et vous allez voir un peu la différence et où est-ce que je m'en vais par la suite quand on va parler un peu plus de la complexité. Le plan IKEA, c'est un problème qui est simple. Donc, le plan, il est essentiel. Vous avez le plan, quand vous achetez un meuble, là, vous avez le plan dans la boîte. Le plan, il est facile à reproduire, hein, vous pouvez en faire des copies facilement. L'expertise, elle est superflue. Vous n'avez pas besoin d'être un charpentier menuisier pour monter votre meuble IKEA. Ça devrait se faire assez bien. Et les résultats, normalement, sont similaires à chaque fois, hein, quand vous suivez bien le plan. Hein, vous suivez chacune des étapes, votre meuble va se monter, puis ça va bien aller. Et plus vous avez un plan qui est détaillé aussi, hein, qui a des étapes précises, qui spécifient la façon dont il faut monter le meuble, meilleur sera le résultat, hein, au final. Ça, c'est l'apanage des plans, des problèmes qui sont simples. Okay?
Il y a des ingénieurs en aérospatial qui pourraient me taper sur les doigts aujourd'hui, qui pourraient me casser du sucre sur les épaules en me disant, voyons, Benoît, fusée dans l'espace, c'est complexe. Dans notre perspective, en sciences de la décision, la fusée dans l'espace, c'est pas simple, mais c'est pas complexe non plus. C'est compliqué. Voici pourquoi. Faire lever la fusée dans l'espace, ça prend des formules. Hein? Ça prend des formules, des calculs. Ils sont critiques, les calculs. Hein? Il faut calculer le bon nombre d'oxygène dans le système de combustion pour faire lever la fusée dans l'espace, etc. Donc, ça, c'est critique. Les plans sont difficiles à reproduire parce que c'est quand même assez compliqué comme problème. Mais l'expérience va améliorer la capacité de réalisation. Hein. Vous avez souvent vu probablement dans les journaux d'une certaine époque, aussi les documentaires, des fois on parle des premiers lancements de la NASA. Hein. Il y avait des échecs, là, on avait de la difficulté, mais au fur et à mesure où on a acquis de l'expérience, on a réussi à faire lever les fusées dans l'espace. Pour résoudre ce genre de problème compliqué-là, il y a un haut niveau d'expertise qui est requis. Hein. Je parlais tantôt de mes ingénieurs en aérospatial, les mathématiciens, les gens qui font des modèles formels hein, avec des calculs. Donc, ça prend un haut niveau d'expertise. C'est souvent des gens qui ont des formations académiques assez poussées, hein, qui travaillent sur ce genre de problème-là. Et une fois que les problèmes initiaux sont résolus, la réussite, elle est élevée et les résultats sont comparables à plusieurs égards. Une fois qu'on a trouvé là, la bonne formule pour résoudre le problème compliqué, la fusée dans l'espace, elle va lever, puis elle ne nous surprendra pas. Hein. Le résultat va être similaire d'itération en itération. Ça vous va jusqu'à maintenant? Oui? Parfait. J'en viens à ma grande fille Béatrice de 8 ans. Elle veut un enfant pour les gens qui ont des enfants dans l'audience. C'est un problème, un défi, pardon, un défi complexe. Hein. Vous avez beau avoir développer des formules durant la nuit, là, puis avoir des plans spécifiques, puis essayer de les suivre à la lettre, là, ça aura peu ou pas d'impact sur le défi complexe qui est élevé un enfant. Hein, vous allez pouvoir avoir un plan, puis bon, vous allez vous dire, bon, je vais coucher ma fille à telle heure, puis d'après moi, elle devrait faire une nuit de 8 heures, puis hop, vous êtes surpris qu'à 1h15, elle se réveille, 2h15 aussi, 3h15, 4h30, 5h15. Vous n'avez pas dormi de la nuit, mais votre fille, elle a fait sa nuit à elle. Alors, ça, c'est la complexité. Hein. Il n'y a pas de plan qui peut fonctionner à chaque situation. L'expérience, elle n'est pas garantie. Elle n'est pas garante de succès. Vous avez beau avoir un enfant, deuxième enfant, troisième enfant, ça ne veut pas dire que votre nouveau-né va décrocher le prix Nobel dans 15-20 ans. L'expertise, elle peut aider, mais elle n'est pas nécessaire ni suffisante pour les défis complexes, hein, comme élever un enfant. Vous pouvez avoir étudié en éducation à l'enfance, travaillé dans le réseau des garderies. Ça ne veut pas dire que votre enfant va être meilleur né que le mien ou que celui des gens dans l'audience. Chaque problème est unique, chaque défi est unique. Hein. Les problèmes complexes sont uniques. Il n'y a pas deux problèmes qui sont parfaitement identiques. Et pour le meilleur et pour le pire, les résultats demeurent incertains. Okay? Alors là, si vous pensez aux enfants, bon, ben ça, il y a de l'incertitude. Je vous parle de ça parce que les inondations, c'est l'apanage de la complexité. Hein? Gérer une inondation et les effets cascades des inondations, c'est pas simple, c'est pas compliqué, c'est complexe. Et c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. On parle souvent oui, de complexité, mais il y a tout un tas il y a différentes terminologies là, pour illustrer la complexité, comme la première propriété des environnements de décision du monde réel. On parle souvent, par exemple, d'effets cascades, hein, comme vous l'avez vu dans mon titre d'entrée de jeu. Les effets dominos aussi, les effets en boule de neige hein, qui s'accentuent avec le passage du temps et les délais. On parle souvent de complexité dynamique, hein, qui est en fait la caractéristique des environnements dans le mouvement. Hein, quand ça bouge d'une journée à l'autre, bon, vous prenez une décision, puis ça continue à évoluer, ça bouge. Des fois, ça nous surprend en termes de conséquences de ce qui peut se passer dans l'environnement. La prise de décision dynamique, hein, qui est en fait le vocabulaire utilisé par nos chercheurs, nos amis américains, qui sont peut-être moins nos amis ces temps-ci, mais bon,
qui sont la tradition donc américaine en prise de décision complexe, on l'appelle souvent prise de décision dynamique. La résolution de problèmes complexes, qui est un peu la même chose que la prise de décision dynamique, mais du côté européen. Hein. Donc, vous pouvez comprendre ça en 2 minutes. Moi, ça m'a pris 7 ans de doctorat pour faire la différence entre les deux. Alors, ça, c'est déjà quelque chose de bien pour vous. La pensée complexe, hein, qui est on parle souvent de pensée complexe ou de pensée systémique, qui est une compétence transversale, une compétence cognitive qui pourrait peut-être être développée. On en parlera vers la fin de la présentation aujourd'hui. Dynamique des systèmes, le système Dynamics, qui est une méthode qui a été mise de l'avant notamment par les chercheurs aux États-Unis, notamment John Sterman, qui est un chercheur au MIT School of Management aux États-Unis. Donc, qui est une méthode pour illustrer, cartographier les mouvements dans un environnement complexe. Et on parle parfois de recherche opérationnelle, surtout dans le milieu militaire, et d'approche exhaustive ou comprehensive approach pour lorsque les gouvernements, par exemple, parlent de problèmes complexes. Alors, ça, c'est juste un inventaire pour vous dire, bon, ben, quand on parle d'effet cascade ou de complexité, on peut rattacher un peu les deux. Hein. La complexité, c'est les effets cascades d'une décision, etc. Donc, ces deux termes-là vont être utilisés comme synonymes dans la présentation pour la suite. Ça va jusqu'à maintenant? Je vois Paul, mon collègue. Paul, ça va? Tu me fais un thumbs up? Parfait. OK, good. Merci. C'est quoi, dans le fond, la complexité? C'est quoi les effets cascades? La complexité, c'est une petite période ici là, que je fais théorique, mais ça va passer rapidement. Puis vous allez voir, je vais vous l'illustrer avec un cas inondation. Ça puisse résonner comme il faut. Les propriétés de la complexité, vous les avez devant vous. Il y en a 5 recensées par la tradition européenne, les chercheurs européens. Il y a 5 propriétés qui se retrouvent, et ça, c'est important de le dire parce que c'est les propriétés des environnements de décision dans lesquels on prend nos décisions dans le monde réel. C'est comme ça que ça se passe dans le monde réel. Alors, la complexité, la connectivité, le dynamisme, l'opacité et la polytélie, qui est un mot savant que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Voyez ici un exemple de système complexe à 4 variables. Hein. Le choix n'est pas sorti de mon chapeau, n'est pas dénué de sens. J'ai pris 4 variables parce que la littérature nous dit à plusieurs égards qu'au-delà de 4-5 variables, l'être humain, la cognition humaine, hein, nos processus de traitement de l'information ont énormément de difficultés à prévoir ce qui pourrait se passer dans un environnement avec aussi peu de 4-5 variables. Alors, j'ai pris cet exemple-là pour vous montrer à quel point un problème qui est complexe, mais simple, hein, déjà, ça peut, à certains égards, dépasser la capacité computationnelle de la cognition humaine. Okay? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la complexité dès le départ? C'est une multitude de variables. Il y a plusieurs variables dans l'environnement de décision du monde réel. Alors ici, vous voyez les crues printanières, l'érosion des sols, les changements climatiques. On parle de plus en plus d'adaptation au changement climatique. Et bon, la destruction des cultures, les cultures agricoles. Je pense que Catherine me disait d'entrée de jeu avant de rentrer que vous avez eu une présentation sur l'impact des inondations sur la production agricole, je crois, la semaine passée ou il y a quelques semaines. Il y a 2 semaines. Ah, il y a 2 semaines, c'est ça. Alors, voyez-vous ici un petit exemple avec des variables qui concernent un peu plus le microcosme qui occupe le décideur, par exemple en sécurité civile, lorsqu'il est confronté à une inondation. Okay? La complexité, c'est donc à retenir plusieurs variables. Ces variables-là ne sont pas suspendues dans les airs de manière statique. Là. Ils sont connectées les unes avec les autres. Alors, les crues printanières, on s'imagine bien que ça peut avoir un impact sur l'érosion des sols. Effectivement, ça peut détruire aussi certaines cultures agricoles, hein, l'érosion des sols. Euh, les changements climatiques ont effectivement, il y a de plus en plus d'évidences scientifiques qui soulignent ce fait. Les changements climatiques vont avoir une incidence sur les crues printanières hein, avec les variations dans les chutes de neige, les pluies diluviennes. Les changements climatiques ont une incidence sur les crues printanières. Et dans cette perspective-là, dans un environnement complexe, dans le monde réel, les variables sont connectées. Ce n'est pas seulement complexe et connecté, c'est dynamique aussi, ça bouge dans ces environnements-là qui occupent nos décideurs en sécurité civile, nos maires, nos mairesses, nos conseillers municipaux.
les intervenants d'urgence sur le terrain aussi qui sont à pied d'œuvre pour tenter au mieux de protéger les vies humaines dans des circonstances comme ça. Alors, c'est dynamique, ça bouge tout ça, là. Hein, les changements climatiques, les crues printanières, l'érosion des sols, bon, effectivement, peut avoir un impact sur les crues printanières hein, avec le passage du temps. Hein, les sols qui s'érodent, tranquillement, les crues vont occuper un espace qui est différent de ce qui était l'année d'avant, etc. Ça évolue dans le temps. Là, vous voyez ma capacité à faire de très beaux PDF avec des éléments dynamiques, là. Désolé pour ça. Mais l'environnement dans lequel on prend des décisions, il bouge. Alors, une décision qui est prise aujourd'hui et qui a des effets X et Y demain, on peut être très bien surpris après une semaine ou deux des conséquences qu'on n'avait pas prévues et qui, tout d'un coup, euh, arrivent dans le monde réel. Alors, ça bouge, c'est dynamique, c'est pas statique. Maintenant, vous voyez les quatre petites variables ici. Point important, oh, ça devient de plus en plus complexe. Il y a de l'opacité. L'opacité, c'est quoi? Nos collègues en recherche aux États-Unis appellent ça de l'intransparency, hein, le niveau de transparence, hein, c'est-à-dire l'accès aux informations. L'accès aux informations, il est partiel. On a accès à certaines informations, il y a d'autres informations dont on ne dispose pas, puis on prend en conséquence de cause nos décisions. Alors, vous voyez ici, l'opacité, c'est aussi, par exemple, un événement qu'on n'avait pas prévu, qui n'existait pas dans notre imaginaire cognitif et qui nous surprend. Hein, un bris d'un égout fluvial, par exemple, hein, il y avait une fissure qui s'est aggravée avec le passage du temps. Oups, bris de l'égout, accumulation de l'eau en surface, cause un glissement de terrain à court terme qui va avoir un impact sur la fermeture d'axes routiers. Et vous voyez ma flèche là, qui revient sur les perturbations des chaînes d'approvisionnement, parce qu'il y a certaines routes qui sont fermées maintenant. Alors, il n'y a pas seulement la destruction des cultures qui a un impact sur la perturbation des chaînes d'approvisionnement, mais tout est interconnecté. Alors, vous me voyez venir un petit peu hein, la complexité, ce n'est pas une décision qu'on prend de manière statique au point A pour résoudre un problème au point B. On prend une décision qui a un impact sur le point B, C, D, E, F, G, etc. Et ces points-là sont interreliés entre eux. Finalement, imaginez-vous un décideur en sécurité civile qui ordonne la construction d'une digue hein, pour contenir l'inondation en question dans un secteur qui abrite des infrastructures essentielles, hein, comme les infrastructures électriques, les technologies de l'information, de la communication, les axes routiers dans une municipalité, les principales routes, tout en sachant aussi que l'opération pourrait rediriger les eaux vers un autre secteur de la ville qui est plus habité et qui pourrait nécessiter à très court terme une évacuation encore plus importante. Alors, la polytélie, ce fancy word-là, là, euh, c'est un mot élégant pour dire que les problèmes complexes qu'on rencontre dans le monde réel, comme la gestion des inondations, c'est des problèmes qui sont à l'image de la nature humaine, qui sont contradictoires, qui sont conflictuels. On a des buts contradictoires. On veut atteindre tel objectif, mais en même temps, on a un autre objectif qui entre en contradiction avec notre premier objectif. Alors ça, vous me voyez venir là, hein, vous voyez la complexité, la- 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 le défi énorme de la complexité. Qu'est-ce que ça crée, ça? Ben oui, effectivement, vous le savez, ça crée de la surcharge cognitive. Hein. Souvent, les chercheurs mentionnent un peu à la blague, too much information kills information. Hein. Quand on a trop d'informations, ça tue l'information parce qu'il y a de la surcharge. On n'est pas capable de traiter l'ensemble de l'information hein, dans un contexte, par exemple, d'inondation. D'autant plus dans ces contextes-là qui sont d'intervention d'urgence où il y a un sinistre, par exemple, ou un aléa climatique, un aléa anthropique, hein, comme une inondation, un feu de forêt, etc. D'autant plus dans ces circonstances-là où il y a de la pression temporelle aussi, hein, où il y a de la surcharge cognitive, mais il y a de la pression temporelle, il y a du stress, il y a de l'anxiété. Alors, on est sujet à surcharge. Qu'est-ce que l'être humain fait dans ces circonstances-là face à la surcharge? Hein? Vous voyez mon Scrabble, là? Keep things simple. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On tente, on développe une approche réductionniste
du traitement de l'information. Hein. On est simplificateur dans notre approche de la complexité. On tente de garder les choses assez simples. Ça nous vient, cette approche de réductionnisme-là, des travaux d'un monsieur que j'ai découvert, moi, durant mes travaux de doctorat. Excusez la tâche de café. Là. Les deux vitesses de la pensée, le système 1, le système 2, qui est un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a fait beaucoup de travaux en économie comportementale et qui a participé à populariser la théorie du traitement à deux vitesses, le dual process theory, qui est en fait une analogie hein, de processus cognitifs en soi qui sont plus complexes. Et selon M. Kahneman, la cognition humaine fonctionne à deux vitesses. Hein. La vitesse 1, c'est une vitesse qui est intuitive, automatique, simple, rapide et qui fonctionne sans effort. Alors, je donne quelques exemples hein, de l'exécution intuitive là, de notre cognition. Vous évaluez le risque dans un secteur particulier de la ville hein, en vous référant à l'inondation catastrophique survenue il y a 3 ans, alors que son impact, hein, il y a 3 ans, avait été amplifié par des travaux hein, qui limitaient la capacité du réseau d'égouts pluviaux. Donc, vous vous basez sur un problème, sur une inondation historique, mais vous oubliez en même temps qu'il y avait des circonstances tout à fait ponctuelles qui ont fait en sorte d'aggraver la situation. Alors, ça, c'est le mécanisme intuitif. Hein. C'est le lapin là, qui va vite, qui ne réfléchit pas outre mesure et qui prend une décision intuitive. Vous ordonnez immédiatement l'évacuation de la zone à risque d'inondation dès la première hausse du niveau des eaux. Hein. Instantanément, vous dites on évacue hein, rapidement et vous choisissez instinctivement des routes connues pour l'évacuation sans vérifier si elles sont praticables ou si les infrastructures ont été affaiblies par l'eau. Bon, dans le passé, ça nous a bien servi. Donc, l'artère principale, je demande à l'ensemble de ma population de passer par telle artère pour sortir de la zone inondable, etc. Alors, ça, c'est des manifestations du système 1, hein, selon M. Kahneman. De l'autre côté, vous avez le système 2 qui est pour M. Kahneman, et encore une fois, il y a des débats, je dirais, dans la littérature, mais généralement, le système 2 est utilisé pour contrecarrer l'effet potentiellement néfaste du système 2, du système 1, pardon. Donc, l'intuition. Là. Alors, on utilise le système 2 qui est de la réflexion logique. Hein. On s'arrête, on réfléchit au problème, on essaye de considérer les informations, on consulte des experts, des professionnels, on consulte les collègues du réseau risque, on tente d'avoir une cognition plus complète pour prendre notre décision. Alors, vous avez des exemples ici, là. Vous consultez les plus récents modèles de prévision hydrologique pour identifier les zones les plus à risque et établir un plan d'évacuation échelonné. Alors là, ça nécessite des efforts cognitifs. Hein. On traite de l'information. On prend notre temps, on prend un certain temps du moins, pour traiter l'information. Vous planifiez des itinéraires alternatifs en considérant la capacité des ponts, la fluidité de la circulation pour élaborer votre plan d'évacuation quotidien. Et vous mettez en place un plan pour assigner des rôles précis aux bénévoles en assurant une formation de base et une distribution efficace du matériel. Alors ça, ce sont tous des étapes hein, qui nous permettent, à certains égards, de mieux gérer le sinistre, dans ce cas-ci, qui pourrait être une inondation. Lorsqu'on fait de la réduction de l'information face à la complexité, on est en proie à l'utilisation, vous l'avez compris, du système 1. Hein. Le système 1, c'est là que se campent les biais cognitifs. Hein, parce qu'on a une approche réductionniste du traitement de l'information hein, pour tenter d'outrepasser ce qu'on appelle la paralysie par analyse. Hein. Il y aurait trop d'informations, donc on devient paralysé. C'est trop complexe. On utilise les heuristiques. Ça simplifie le traitement de l'information, puis ça nous permet de passer à l'action. C'est important ici de comprendre ça, mais de mettre un bémol là-dessus. Les heuristiques cognitives, ce que j'appelle les raccourcis ou les stratégies cognitives hein, de réduction de l'information, peuvent mener à des erreurs. Pas tout le temps, pas dans toutes les circonstances, mais parfois, ça nous mène à des erreurs. Vous voyez ici bon, le fameux déluge du Saguenay, à votre gauche, en haut à gauche, une bouche d'égout et un bruit d'aqueduc au cœur de la ville de Montréal, en bas. Vous avez, bon, dans les zones inondables du Richelieu, un dangereux précédent des maisons qui se sont
au fur et à mesure que le temps a passé, des maisons se sont construites dans une zone inondable et là, on a été surpris des inondations survenues sur la rivière Richelieu. Alors, c'est des exemples et là, je ne dis pas que c'est des exemples qui sont des archétypes de décisions biaisées. Je dis simplement qu'il peut y avoir, dans la gestion de ces problèmes-là, des heuristiques qui peuvent avoir mené à des erreurs. Ça va toujours bien dans les questions, oui. Catherine, tu Euh, m'avertis s'il y a quelque ouais, chose. il n'y en a pas sur le chat pour le moment. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de mauvaise question. Alors, on a compris on agit dans les environnements lorsqu'il y a des sinistres comme des inondations, que les environnements sont complexes. Face à ces environnements complexes où il y a comme les inondations, on a une capacité limitée, donc on prend des raccourcis. Et parfois, les raccourcis nous mènent à des erreurs, des biais, hein, des décisions biaisées. Alors, c'est quoi un biais cognitif? C'est une déviation systématique du processus de traitement de l'information qui va s'écarter de ce qui est rationnel, puis qui va conduire à des décisions erronées, des comportements à problème. Là, il y a quelques termes ici qu'on peut définir rapidement là, pour essayer de clarifier. Quand on dit déviation systématique, un biais cognitif, c'est systématique parce que c'est une tendance qui est prévisible, hein, qui n'est pas attribuable au hasard, qui n'est pas due au hasard. Dans d'autres circonstances, on peut prévoir que l'être humain va réagir de manière similaire, hein. Alors, des biais cognitifs, il y en existe. Vous taperez ça sur Google après, là, il y en existe des centaines et des centaines. On en a recensé dans la littérature en sciences sociales. Là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour être capable de recenser tous ces biais-là, ben, c'est parce que c'est une tendance qui est prévisible de la cognition humaine. Maintenant, déviation systématique du processus de traitement de l'info s'écarte de ce qui est rationnel. Bon, le mot rationnel ici, là, c'est un mot qui est galvaudé en sciences de la décision. On peut y accoler à peu près n'importe quel sens. C'est un mot personnellement que je déteste, là, la rationalité. Est-ce que c'est la rationalité logique ou écologique? Qu'est-ce qui est rationnel? Alors, c'est rationnel dans la mesure où on répond aux critères que moi je vais avoir définis ou que Catherine va avoir définis ou Paul ou etc. ou Philippe. Alors, la rationalité, c'est un mot qui est galvaudé. Euh, donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est que pour comprendre le biais cognitif, on peut dire que c'est rationnel dans la mesure, ça s'écarte de la rationalité dans la mesure où ça conduit à des décisions erronées qui n'améliorent pas la situation qu'on voulait résoudre ou qui vont avoir tendance à l'aggraver, hein, à détériorer la situation auquel on s'attaque. Je vous parlais bon, de tout un tas de biais cognitifs, hein. Vous avez un exemple ici, là, toutes les petites lignes là, que vous voyez autour du cerveau, là, ce sont tous des biais cognitifs qui ont été recensés dans la littérature, que ce soit au niveau de la surcharge d'informations en haut à droite, on parle de trop plein d'informations, que ce soit dans une perspective de pression temporelle, hein, en haut, en bas à gauche, nécessité d'agir vite. Hein, on est dans ce cas-ci quand on parle effectivement de gestion des inondations, ou en tout cas de préparation à la gestion des inondations, ou passer de sens, on ne comprend pas trop euh, quelles sont les informations qui nous sont envoyées par l'environnement, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi est-ce qu'on doit se souvenir, hein, des biais qui sont mnésiques, qui, euh, qui sollicitent plutôt la capacité mnésique de ma mémoire du cerveau humain. Alors, il en existe des dizaines et des dizaines. Monsieur Dorner, hein, Dietrich Dorner, dont je parle souvent, un livre que j'aime beaucoup, de Logic of Failure, super intéressant. Monsieur Dorner, qui est un chercheur en psychologie de la décision et psychologie de la complexité européen, qui en 2022 a publié un article super intéressant avec son collègue Dominique Gousse, euh, qui recense, qui fait un listing, hein, en bon québécois de différents comportements, problèmes et biais cognitifs face à la complexité. Et il nous dit, M. Dorner, que face à des problèmes complexes, on a souvent tendance à ne pas tenir compte de l'interdépendance entre les variables. On l'a vu plus tôt là, dans les environnements de décision du monde réel, avec mon exemple sur les inondations de tantôt. Toutes ces variables-là sont interconnectées, mais on a tendance plutôt à voir les problèmes en silo. Ah, ben, il y a un problème.
on va tenter de prendre telle décision au point A pour régler le point B, alors que tout est interconnecté. On cherche souvent une seule cause pour expliquer une situation. Ça revient un peu au premier point. Euh, Faites l'exercice un petit peu dans les prochains jours, si vous voulez, en regardant le journal télévisé du soir à TVA ou à Radio-Canada, ou en lisant le journal. Faites l'exercice d'essayer d'identifier les raccourcis, les raisonnements causaux de nos politiciens, par exemple. Vous allez en avez là, plein de pages dans les journaux de ça, où les gens, où les politiciens, les politiciennes nous disent ah, ben, s'il y a telle circonstance, c'est à cause de cette cause-là. Or, on sait très bien qu'un problème peut être expliqué par tout un tas de causes différentes. C'est rare, c'est très, très rarement une cause qui explique un problème. On considère plusieurs objectifs comme indépendants. On l'a vu tantôt avec notre mot savant, la polytélie, là. Bon, ben, on a un objectif, on prend une décision, on va régler notre problème. Après ça, OK, on ferme le dossier, on passe à un autre problème. OK, celui-là, comment je peux le traiter? Alors que c'est tout interconnecté. On perçoit souvent le futur comme une projection linéaire du présent. Donc, on évalue la situation d'aujourd'hui, puis on la projette dans le futur, puis on se dit, bon, mais ça devrait évoluer de manière assez linéaire, donc de manière prévisible. Alors, on fait l'erreur de penser qu'on est capable de prévoir le futur, alors que ça peut nous surprendre énormément avec des variables, comme on l'a vu avec le bris d'aqueduc tantôt, qui nous surprennent tout d'un coup et qui brise complètement notre chaîne linéaire de pensée. On focalise l'attention sur les conséquences d'une décision plutôt que sur les causes, hein. On réagit, hein, on est réactif par rapport aux problèmes souvent. Et on attribue les échecs résultant d'une décision à des facteurs externes. Bon, souvent, on a tendance à s'en laver les mains. Je vous parle encore une fois de politique ici parce que c'est un peu mon dada là, à certains égards. Combien de fois qu'on a entendu les politiciennes et les politiciens dire c'est la faute de l'ancien gouvernement? Ou encore, bon, c'est sûrement la conjoncture économique. Moi, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Alors, on s'en lave parfois les mains et c'est un réflexe un peu intuitif qu'on a. Et finalement, un mot valise, on se comporte en plombier. Hein? Isabelle, lorsqu'elle révisait ma présentation pour me donner son autorisation avant de présenter aujourd'hui, elle me dit c'est une erreur, ça, ou c'est voulu, là? Ben, c'est voulu, donc ne vous inquiétez pas. Alors, pompier ou plombier. Okay? Bon, donc, on se comporte en plombier dans la mesure où on veut réparer ce qui est brisé. On se comporte en pompier parce qu'on fait du firefighting. Hein? On recherche les problèmes qui sont saillants dans l'environnement. On se dit, OK, il y a ce problème-là, je vais y accorder toute mon attention. Hein? Je vais faire du tunneling, la tunnelisation. Je vais surfocaliser sur ce problème-là en oubliant à certains égards ce qui se passe autour. Hein? Donc, on fait on se comporte en plombier. Bon, maintenant, on embarque dans notre take-home message et là, je sais pas, là, il me reste environ un petit 10, là, un petit 5-10 minutes, puis après ça, on va prendre les questions. Est-ce qu'on peut améliorer la prise de décision lorsqu'il s'agit de gérer les effets cascades d'une inondation? Bon, là, j'ai été pessimiste durant ma présentation, mais je ne veux pas que vous reteniez qu'il n'y a pas d'espoir. Au contraire, il y a de l'espoir et c'est sur ce sur quoi on travaille, notamment au centre risque, puis aussi en psychologie de la décision humaine, pour faire en sorte d'aider les gestionnaires dans des contextes aussi complexes que les inondations. Alors, la réponse à cette question-là, c'est ça. C'est une oui, la réponse. Okay? Mais plus oui que non. Okay? Alors, non, dans la perspective que, comme je vous disais, au-delà de quatre facteurs interconnectés, qu'on appelle des fois une relation quaternaire, hein, interconnectés ensemble, la cognition elle a beaucoup de difficultés à prévoir ce qui va se passer dans le futur. Il y a d'autres recherches qui nous disent que la performance semble atteindre un plateau suite à une période d'apprentissage. Bon, ce plateau est bien en deçà du maximum théorique qu'on peut atteindre. Alors, la performance semble limitée même après une période d'apprentissage. Il y a d'autres chercheurs comme Sterman, que je vous parlais, John Sterman, à la MIT School of Management aux États-Unis, qui nous disent que parfois une règle naïve de ne rien faire, ou encore la chance, donne de meilleurs résultats que certains décideurs. Des fois, la chance pourrait faire en sorte que on, finalement, bon, on devrait peut-être déléguer une partie de notre décision. Et finalement, de nombreux outils d'aide à la décision sont conçus dans le but de modéliser avec précision la complexité. Et ça, je pense qu'il faut le souligner, ce point-là. Il est particulièrement important. C'est un collègue québécois là, qui est à Montréal,
M. Robert, hein, Benoît Robert, qui a publié des travaux avec Morabito en 2023 là-dessus. Mais donc, les nombreux outils d'aide à la décision sont conçus dans le but de modéliser avec précision la complexité. On se concentre sur modéliser toutes les variables de la complexité dans des outils d'aide à la décision, mais on ne tient pas compte, ou on tient peu compte de la capacité humaine à la comprendre, la complexité. Alors, on se retrouve avec des outils qui modélisent éminemment bien la complexité, mais on n'est pas capable de faire du sens de ça. Plus positivement, par contre, on a remarqué dans les dernières recherches, bon, là, ici, encore une fois, ma collègue directrice adjointe au centre RIS me dirait que je fais du self-promoting, là, de l'autopromotion. Mais bon, je me garde puis je cite un de mes travaux, une de mes recherches. La connaissance du domaine dans lequel la décision est prise semble donner de meilleurs résultats que des décisions prises au hasard. Ben, au contraire, dans une de nos récentes études, ça montre de l'espoir. Ça démontre que euh, face à une tâche de prise de décision complexe, l'être humain, nous, ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'il est meilleur que la chance. Donc, c'est utile, hein, de peut-être s'entraîner et de se pratiquer la prise de décision complexe. S'exposer à une tâche de décision complexe via la simulation pourrait améliorer notre performance à des tests écrits. Alors, en s'exposant à une tâche de décision, par exemple en laboratoire via la simulation, on pourrait améliorer nos connaissances. L'utilisation d'outils de visualisation pour assister la décision complexe en temps réel pourrait renforcer la connaissance structurelle de l'environnement. Donc, la connaissance structurelle, c'est l'idée que en utilisant des outils de visualisation, ça nous permettra de mieux comprendre les interconnexions que je vous ai présentées plus tôt, hein, dans des environnements complexes, être capable de faire du sens de tout ça. Et finalement, le soutien à l'anticipation avec des projections approximatives. Hein, dans un outil d'aide à la décision, on pourrait pousser des recommandations avec des projections approximatives de ce qui pourrait se passer. Ça pourrait nous aider à gérer les problèmes complexes du monde réel. Alors, tout n'est pas noir ou blanc, hein, il y a des zones grises sur lesquelles on peut travailler. Et donc, pour terminer, hein, je veux vous présenter rapidement une approche de la recherche en sécurité civile, en intervention d'urgence, qui peut nous aider à mieux comprendre les processus cognitifs face aux effets cascades des inondations, puis développer peut-être des solutions adaptées à la cognition humaine. Pour, oui, en complémentarité des plans de mesures d'urgence, en complémentarité des outils que les professionnels et les gestionnaires sur le terrain mettent de l'avant, en complémentarité à ça, on peut aussi considérer les capacités cognitives humaines dans l'ensemble de nos solutions pour être en mesure de mieux gérer les inondations. Et ce qu'on fait, c'est dans ce cas-ci, je vous ai parlé un petit peu de simulation dans les dernières slides, ça serait d'utiliser la simulation par micro-monde, hein, ce que j'ai fait moi dans quelques-uns de mes travaux, mes collègues aussi au Centre Risque, certains de mes collègues ont déjà utilisé cette technique-là. Donc, d'utiliser des simulations, des jeux de simulation, hein, dans une perspective de résolution de problèmes complexes pour simuler les environnements du monde réel, mais dans un environnement de laboratoire. Et qu'est-ce que ça nous donne, ça, comme avantage? Je vous donne un exemple d'un jeu de simulation qui s'appelle City Skylines Natural Disaster, qui est un environnement, donc, avec une trame narrative où l'utilisateur est exposé à la gestion d'une agglomération urbaine qui est en proie à différentes catastrophes naturelles. On peut donc simuler une inondation. Et comprenez-moi bien ici, l'objectif, ce n'est pas de faire jouer un jeu, là. C'est un paradigme qui est solide, qui est rigide en psychologie expérimentale, ce paradigme-là. L'objectif, c'est d'utiliser un jeu de simulation en laboratoire dans une perspective où on peut l'utiliser dans un environnement qui est sécure, hein, où on peut faire de l'essai-erreur, hein, du test-retest, sans avoir de conséquences graves sur le monde extérieur. Puis en même temps, c'est un paradigme qui nous permet de simuler donc une trame narrative réaliste de ce qui se passe un peu à l'extérieur, comme par exemple une inondation dans un village ou une agglomération urbaine, en considérant bon, certaines caractéristiques topographiques, par exemple. Mais le plus important là-dedans, c'est que ce paradigme-là nous permet de solliciter, et c'est mon dernier point juste en bas ici, les mêmes processus cognitifs que ceux qui sont mobilisés dans des situations réelles. Alors, je ne dis pas que ce jeu-là va nous permettre de reproduire exactement ce qui s'est passé au Saguenay en 96. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en exposant l'opérateur ou l'utilisateur humain, le décideur en sécurité civile, par exemple,
en l'exposant à ce genre de simulation-là, dans un environnement contrôlé de recherche, on peut ambitionner de l'aider à mieux comprendre les effets cascades des, des inondations dans un environnement urbain. Alors ça, c'est des nombreux avantages d'un paradigme comme ça. Paradigme sur lequel on travaille au Centre RIS avec mes collègues, donc, notamment Paul et Isabelle et Hussein aussi, que j'ai vu tantôt dans les collègues qui écoutent la présentation. Paradigme qui est très utile, qui est peu coûteux aussi parce qu'on utilise un ordinateur tout simplement. On expose les gens face à une simulation. Et parce que cette simulation-là, elle est engageante, bien, ça nous permet de solliciter donc les mêmes processus cognitifs et d'avoir une personne qui est engagée à la résolution, la réalisation de la tâche. Donc, bon, vous avez un espèce genre, je vais passer parce que on a un peu moins de temps là, sur ça. Là. Juste pour vous dire qu'il y a différents paradigmes, différents protocoles qui peuvent se mettre en place pour tester bon, la capacité d'entraîner la cognition humaine par rapport à un groupe contrôle, etc. Je pourrais revenir dans les questions si vous avez des questions là-dessus. Par contre, bon, pour terminer, il y a quand même des défis à considérer dans le cadre de ce protocole-là de recherche hein, qui nous permettrait peut-être d'entraîner la cognition à mieux gérer les effets cascades des inondations. Il faudrait peut-être utiliser différentes simulations parce que finalement, si on entraîne en utilisant la même simulation à plusieurs reprises, bien, la personne va peut-être être juste bonne au jeu. Elle ne sera pas meilleure à penser la complexité. Donc, ça, il y a cet élément-là. Il y a l'élément aussi d'avoir une mesure objective et transversale de la complexité pour bien mesurer c'est quoi la complexité à travers différentes simulations. Bon, la notion de transfert éloigné, ça c'est une question qui est très débattue en recherche, est-ce qu'on peut euh, développer quelque chose en laboratoire puis l'exporter dans le monde réel? Alors, moi, je crois que oui, mais il faut encore faire des recherches. Et finalement, la notion de fracture numérique, qui, moi, je suis l'un des premiers fracturés. Au niveau numérique, j'ai de la difficulté à utiliser les technologies, donc ça prend un minimum pour être capable de participer à une simulation en laboratoire. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai pris un 45 minutes. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous avez été un groupe modèle, comme on dit. Si vous avez des questions, merci. Ben, merci beaucoup, Benoît. C'était super intéressant. Il nous reste 12 minutes, justement, de questions. Donc, s'il y en a qui en ont, n'hésitez pas à lever. Ah, il y en a déjà une. En tout cas, mais levez la main, prenez la parole ou écrivez-la dans le chat. Il n'y a pas de problème. Donc, Alexandre, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Ben, merci pour la présentation. Merci, Alexandre. Alexandre Gagnon d'Ouranos. Ma question, en fait, c'est de te parler disons qu'il y avait une certaine limite de 4 paramètres environ là, que l'humain pouvait considérer. Dans le contexte des inondations, tu sais, comment on fait, disons, pour établir quels paramètres sont les plus importants à considérer en inondation? Est-ce qu'il y a des paramètres qui ressortent ou est-ce qu'il faut s'entendre sur des paramètres communs? Donc, comment ça fonctionne? Parce que 4 paramètres, mais la question, c'est lesquels? L'exemple, c'est une bonne question, Alexandre. L'exemple que j'ai donné, c'est pour vraiment exemplifier le fait que les barrières et les limites cognitives. Ça pourrait être n'importe quel phénomène, n'importe quelle variable qu'on pourrait identifier. Mhm. Mon paradigme, moi, ne s'intéresse pas nécessairement à l'identification précise des déterminants spécifiques d'une inondation. Mon paradigme, moi, il va plus dans le sens de dire, quels que soient les facteurs ou les variables qu'on identifie, si on peut les reproduire de manière assez réaliste dans un environnement de simulation, ce qu'on vise, ultimement, c'est de faire de nos décideurs des meilleurs décideurs en développant des compétences. Compétences transversales, Mhm. j'entends. Hein, je ne parle pas d'une personne qui va être capable d'être en mesure de mieux rédiger un plan de mesures d'urgence. Là. Je parle de manière transversale qui est au niveau des capacités cognitives. Donc, est-ce qu'une personne qui est exposée en laboratoire, et c'est ça le cœur de l'approche, qui est exposée en laboratoire à une simulation qui reproduit assez bien une inondation dans un contexte urbain qui peut ressembler au sien, si on l'expose de manière répétée à ça, est-il possible dans le réel ensuite de l'exposer à une situation
d'inondations réelles, puis qu'elles soient en mesure de mieux comprendre la complexité, puis de gérer de manière plus proactive ce genre de problème-là. Hein. Alors ça, c'est l'idée, comme j'ai passé rapidement, mais c'est l'idée du fort transfert, hein, le transfert éloigné entre le laboratoire et le monde réel. Alors, ta proposition est bonne, mais je ne m'arrêterai pas à 4 facteurs dans le sens où est-ce que la complexité, on pourrait développer toutes sortes de modèles, puis finalement, on n'arriverait jamais à une prévision 100% parfaite. Alors, ce qui est important, je pense, pour moi, là-dedans, et ce que je présentais aujourd'hui, c'est l'idée d'entraîner la cognition à développer des compétences, plutôt que d'avoir un outil qui nous permet d'identifier spécifiquement des facteurs. OK, merci. Merci, Alexandre. France, Bélil, je vous avais la main levée. On n'entend pas par contre. J'entends pas, France. J'entends pas si. Ou peut-être enlever ton casque d'écoute, peut-être ça va peut-être en débranchant. Oui, est-ce que vous Ah, Oui, m'entendez? oui, oui. Ah oui, super. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai trouvé ça très intéressant. Je Merci, suis France. l'ancienne mairesse de Gatineau qui a vécu beaucoup de Ah, voilà. catastrophes naturelles dans les dernières années et des situations aussi intéressantes en mesure d'urgence. J'ai deux questions pour vous. Ma première question, dans le cognitif, quelle valeur vous accordez au pouvoir politique dans la gestion de crise? Dans quelle mesure ça fait du bruit et ça crée de la confusion? Ça serait ma première question. Mhm. Généralement, dans le cognitif, on pose jamais deux questions, mais je vais poser tout de suite ma deuxième. Et ma deuxième, c'est est-ce que vous, avec tous les changements qui sont demandés par le ministère de la Sécurité publique, est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment d'argent et de sensibilisation faite justement pour qu'on soit capable de se pratiquer dans les villes et les MRC? Deux bonnes questions, ça. Euh, la première question sur le politique, j'essaie de garder un chapeau objectif de chercheur, là, parce que moi aussi, j'ai un background en politique. J'ai fait 15 ans de politique. J'ai été à différents postes. Moi, si ça peut vous dédouaner, là, je trouve que le politique se donne trop de pouvoir. Fait que je OK, dis ben, ça. vous aviez une Je réponse, c'était ne votre cherche pas question. une validation. Je Non, cherche mais plus comme une réponse sur comment on peut naviguer justement parfois ces excès de pouvoir politique en temps de crise dont on n'a pas besoin pour être capable de faire la job sur le terrain. je comprends. Ça revient un petit peu à la question d'Alexandre juste avant. Le politique, dans la présentation que je vous mets de l'avant aujourd'hui, c'est une variable. Pour un gestionnaire en sécurité civile, par exemple, un responsable là, ou un intervenant d'urgence, même sur le terrain, hein, qui est confronté à un sinistre, là, une catastrophe épouvantable, le politique, si vous parlez, par exemple, de la relation médiatique, hein, les scrums de presse, etc., ces choses-là, c'est du bruit, ça. C'est du bruit, mais ça fait partie de l'environnement complexe. C'est une bride d'information parmi d'autres. Alors, un gestionnaire, par exemple, un coordonnateur en sécurité civile qui est on-site, qui est sur le site, là, puis qui a les deux mains dans l'huile pour gérer la situation, cette personne-là, cette personne-là, pour sa cognition, le politique, c'est du bruit, c'est une variable. Il y a aussi les conseillers municipaux de l'autre côté qui vont lui parler. Il y a aussi le chef des pompiers qui va être là, qui va lui donner un autre input informationnel. Alors, il y a tout un tas de facteurs. Et pour moi, le politique, c'est un facteur parmi ceux-là, dans la complexité. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'on a assez de ressources? Ben, le pivot qui a été opéré par le gouvernement, notamment dans sa nouvelle mouture de la loi, ça nous permet de nous dire il y a une orientation plus large qui euh, cible les milieux. Hein. On s'en va, on veut tenter d'aider les milieux. Est-ce qu'il y a assez de ressources? C'est une bonne question. Et ça, c'est une question qui est plus politique que je ne veux pas répondre. Par contre, ce que je vous ai proposé, la solution que j'amène, c'est une solution qui est très peu coûteuse pour les petits milieux. L'utilisation d'un ordinateur comme ça, là, si vous avez, bon,
toutes les petites municipalités ont un ordinateur, ça ne prend pas une grosse machine, là. Un petit Mhm. ordinateur avec une licence de jeu vidéo qui coûte 60 pièces. On se retrouve à avoir un environnement avec ça prend des connaissances et des compétences pour faire rouler ça, mais suffisamment opérationnel pour espérer entraîner en amont, se préparer en amont à la gestion potentielle d'un sinistre climatique, comme par exemple une inondation. Alors, je dirais que c'est un outil très intéressant pour les petits milieux qui ont moins de ressources actuellement. Je ne sais pas si ça répond à Mme France, là. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Jean-Bernard. Je te laisse la parole. Oui, je m'exprimais un peu dans la veine de France Bellil, mais en élargissant la question à la dimension de la complexité des environnements dans lesquels les gestionnaires, dans le cas de l'inondation, doivent se mouvoir. Être un bon gestionnaire de sécurité civile d'une inondation, pour l'avoir été, j'avoue que c'est facile. C'est pas si complexe que ça. Ce qui est compliqué, ce qui rend la tâche extrêmement difficile et parfois impossible, c'est l'immensité des systèmes complexes publics et privés qui nous entourent. Le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, le gouvernement municipal, les scientifiques qui ont des avis, euh, des citoyens qui se plaignent, les réseaux sociaux qui réagissent, les fausses informations qui circulent. Et à un moment donné, on est submergé par un ensemble de facteurs qui deviennent tellement ahurissants que ça en est presque plus gérable. Alors que si on a juste de l'eau qui déborde et qu'on a une expérience de quelques inondations et qu'on a une bonne connaissance, qu'on est bien appuyé sur des gens bien préparés, je dirais que c'est une situation de sinistre adorable pour un gestionnaire de parce que la plupart du temps, on l'imagine comme étant un développement lent, ce qui rend la facilité à appliquer des solutions et à trouver des moyens de régler les problèmes. Le problème d'une inondation qui devient complexe, c'est lorsqu'elle est à développement rapide et par des causes qui ne sont pas des causes habituelles. Et les changements climatiques introduisent cette dimension de complexité à cause de leur soudaineté, de leur imprévisibilité et de la quantité énorme qui dépasse les normes connues, d'ailleurs, pour la plupart, et la capacité des systèmes urbains, et en particulier, à absorber le tout. Là, ça devient complexe, parce que tout le monde s'énerve plus quand il y a plus de troubles, qu'il y a plus de brouhaha. Et moi, je ne suis pas prêt à pointer les politiciens plus que d'autres pour réagir à ce que France soulignait. J'ai travaillé avec des politiciens et ça a été le premier atout sur lequel j'ai pu m'appuyer plutôt que comme un problème et un empêchement. C'est avec la couche de toutes les autres influences dont j'ai parlé tantôt qu'on a de la difficulté. Quand un ministre vient dire à un maire dans une salle de coordination, vous ne devriez pas faire ça, vous devriez plutôt faire ceci, le ministre ne se mêle pas de ses affaires, le maire est mal pris parce qu'il dépend du ministre, et là, le diable est aux vaches, puis le coordonnateur de sécurité civile ne sait plus quoi faire. Alors, je caricature à peine. À part de ça, je peux vous dire, dans mon expérience, là, je caricature à peine. Ouais, ça, M. Alors, Guédon, vous avez fait un c'est bon. une réaction à votre présentation pour dire que la question de la complexité, quand j'ai vu l'exemple de la petite fille, j'étais bien content. Je dis, c'est vrai que c'est compliqué d'élever un enfant, j'ai connu ça aussi. Mais c'est un peu comme ça quand on a affaire à des humains avec lesquels on travaille en coordination et avec tous les autres humains qui viennent nous rabattre les oreilles avec toutes sortes d'affaires dont on ne veut rien savoir bien souvent, et d'autres fois qui sont extrêmement pertinentes. Et la capacité de distinguer le vrai du faux, de distinguer ce qui est probant de ce qui est hypothétique, de ce qui est des fois ahurissant, il faut le dire,
Alors, c'est pas une tâche facile. Alors, pour moi, comme gestionnaire de sécurité civile, c'est un peu le résultat de mon expérience par rapport aux inondations. Alors, c'est un peu pour ça que je suis rendu au risque aujourd'hui. Merci, M. Guénon. Ouais, merci à tous. Il est rendu 1h01, donc c'est ce qui clorait notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été présent et le webinaire va être disponible sur notre chaîne YouTube maximum en début de semaine prochaine. Donc, merci tout le monde. Merci à tous. Bonne fin de Merci. journée, bonne fin de Au semaine. revoir. Merci. Oui.